Bienvenue dans Le Monde en 30 minutes, magazine d'actualité générale de la rédaction de la télévision haïtienne de Montréal pour découvrir l'essentiel de l'actualité autour du monde. Le sommaire, c'est tout de suite. Plus de 500 000 personnes ont marché en faveur du climat à Montréal ce vendredi. Nancy Pelosi, chef de la majorité démocrate, enclenche le processus d'impeachment de Donald Trump. Démantèlement d'un vaste réseau de trafic d'enfants à Thessalonique, en Grèce. 74e sommet de l'ONU, des dossiers pointus et brûlants sur la tribune. Et puis en Haïti, aucune sortie de crise à l'horizon. Les détails de ces titres et d'autres nouvelles en développement d'ici quelques instants. Vous ne bougez pas, s'il vous plaît. Bien géré tous les samedis, 19h, sur la THM, la télé à votre image. Zoom sur l'immobilier. Tous les jeudis soirs à 19h, sur la THM, la télé à votre image. Avant d'aller au développement des titres que nous vous avons livrés il y a tout juste quelques instants, nous accueillons, comme à l'accoutumée, notre collaboratrice Linda Chéri, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Pierre-Michel. Ça va bien? Très très bien, merci. Dans l'actualité, mesdames, messieurs, ils étaient plus d'un demi-million à marcher en faveur du climat à Montréal, surtout des écoliers, Linda. Oui, c'est ça. Plusieurs écoles ont donné congé. Donc, on n'a pas tenu rigueur à tous ces jeunes qui voulaient participer à cette manifestation, bien sûr, sous l'instigation de la militante écologiste Greta Thunberg, qui était à Montréal et qui est venue à Montréal avec un véhicule électrique prêté par nul autre que Arnold Schwarzenegger. Aïe, aïe, aïe. Et puis, en plus, elle a pu rencontrer... au passage comme ça, Justin Trudeau, le Premier ministre. Oui, bien qu'on ne voulait pas d'implication politique dans ce mouvement, elle a quand même pris la peine de s'asseoir et de discuter avec le Premier ministre actuel du Canada qui, entre autres, nous savons très bien, qui est en pleine campagne électorale. Monsieur est venu avec ses enfants pour participer à la manifestation. Greta Thunberg a aussi rencontré la mairesse Valérie Plante et, chose très importante, lors de la conférence de presse, elle s'est entourée de quelques membres des Premières Nations. Donc, c'était une façon d'envoyer un message très clair pour expliquer que ces gens, par leur tradition, sont très, très importants dans cette quête d'un mouvement écologique. Alors, il faut rappeler que la nouvelle ambassadrice, c'est comme ça, c'est son titre maintenant, ambassadrice de conscience d'Amnesty International, qui a pu aussi prendre part au 74e sommet de l'ONU. Et dans un discours rageur, Linda, elle a fait ni plus ni moins que de fustiger les chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents. C'est ça. Et on parle de ce fameux regard qu'elle a lancé lorsque Trump est passé pas trop loin d'elle. Donc, on sait que elle est quand même assez dure à l'égard des gouvernements, pour reprendre ces mots, qui mettent la croissance économique avant la quête d'un mieux-être pour la population. Pour la population, elle a même dit que j'aurais dû être à l'école maintenant, voilà que je suis là. Et en plus, elle a non seulement fustigé ces gens-là, elle les a accusés d'hypocrisie. On ne peut pas en donner trop. Il faudrait probablement qu'on écoute un petit peu ce reportage de nos confrères sur le passage de Greta Thunberg à l'ONU. Le regard de la jeune militante Greta Thunberg en dit long lorsqu'elle croise un certain Donald Trump au sommet climat de l'ONU. Le président américain a fait une brève apparition surprise à ce sommet marqué par le discours plein de rage de la jeune militante. Je ne devrais pas être ici. Je devrais retourner à l'école de l'autre côté de l'océan. Pourtant, vous venez tous à nous, les jeunes, pour l'espoir. Comment osez-vous ?
Vous m'avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides. Et pourtant, je fais partie de ceux qui ont de la chance. Les gens souffrent. Des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction massive et tout ce dont vous pouvez parler, c'est d'argent et de contes de fées, de la croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? De son côté, Antonio Guterres a lui affirmé que la protection des forêts est essentielle pour enrayer le changement climatique. La déforestation se poursuit à un rythme alarmant. Chaque année, 7 millions d'hectares de forêts disparaissent. Et il ne s'agit pas de catastrophes localisées, mais d'une menace mondiale. Nous ne surmonterons pas l'urgence climatique sans protéger les poumons de notre planète. Près de 60 dirigeants du monde entier ont participé à ce sommet organisé par le secrétaire général des Nations Unies. Seuls les pays accompagnés de plans d'action visant à réduire les émissions de carbone pouvaient prendre la parole. Le Brésil et l'Arabie saoudite font partie de ceux restés à l'écart. Dans l'actualité, mesdames, messieurs, la campagne électorale canadienne continue de battre son plein. Cette joute qui a démarré il y a maintenant un peu plus de 2 semaines nous laisse devant une situation assez terne, à telle enseigne qu'aucun parti ne s'est jusqu'à présent démarqué dans les différents sondages qui sont sortis. Il y a quoi, 1 point et demi de différence entre un parti et un autre parti. On continue de suivre ça pour vous. Et on verra ce que les prochains jours, les prochaines semaines apporteront à cette campagne électorale qui, de l'avis de plus d'un, reste et demeure aujourd'hui terne. Le Parti démocrate américain a décidé de lancer la procédure de destitution, d'impeachment du président actuel locataire de la Maison-Blanche. Il est devenu le 4e président des États-Unis à faire l'objet d'une procédure de destitution. Donald Trump voulait l'éviter à tout prix et la dénonce, pour lui, c'est une chasse aux sorcières de caniveau. Mais pour Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, le coup de téléphone du président américain à son homologue ukrainien en août dernier a été de trop. Donald Trump aurait demandé l'aide de Volodymyr Zelensky pour enquêter sur les activités commerciales locales du fils de Joe Biden, l'un des principaux candidats à la présidentielle de 2020. Le président a admis avoir demandé à son homologue ukrainien de prendre des mesures qui lui seraient politiquement bénéfiques. L'action de Trump, les actions de la présidence Trump ont révélé le fait déshonorant que le président a trahi son serment professionnel, trahi notre sécurité nationale et trahi l'intégrité de nos élections. Donald Trump a bien admis publiquement avoir mentionné Joe et Hunter Biden avec Volodymyr Zelensky, mais dément avoir fait pression sur l'Ukraine. Les démocrates accusent Trump d'avoir menacé de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine pour que Kiev enquête sur les Biden. Cet appel était parfait. Cela n'aurait pas pu être plus agréable et même le gouvernement ukrainien a déclaré que c'était un appel parfait. Il n'y a eu aucune pression sur eux. Évidemment, Joe Biden a soutenu le lancement de la procédure de destitution. Le président devrait arrêter d'entraver cette enquête et toutes les autres enquêtes sur ces méfaits présumés. En ouvrant cette enquête officielle en vue de la destitution de Donald Trump, la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a donc fait fi de savoir si c'était électoralement risqué ou non à 400 jours de l'élection présidentielle américaine. Washington a volontairement refusé d'accorder des visas aux membres de la délégation russe qui devaient prendre part au 74e sommet des Nations Unies à New York. Une situation qui a soulevé la réprobation et la colère de Moscou qui reproche aux Américains de violer les obligations internationales en la matière. 12 personnes au cœur d'un vaste réseau d'une 60aine de trafiquants d'enfants ont été arrêtés à Thessalonique, en Grèce, ce mercredi. Au cœur de ce réseau, à la tête de ce réseau, devrais-je dire, une gynécologue, un avocat, mais surtout plusieurs employés d'établissements médicaux. Reportage. Un coup de filet a permis de démanteler un trafic de nourrissons à Thessalonique, en Grèce. 12 personnes ont été arrêtées ce mercredi, dont un avocat et une gynécologue soupçonnés de diriger ce réseau, mais aussi plusieurs employés d'établissements médicaux.
Au total, plus d'une soixantaine d'individus sont dans le collimateur de la police grecque et d'Interpol qui mènent conjointement cette enquête. Nous avons découvert au total 22 cas d'adoptions illégales et 24 cas de trafic de produits du corps humain. Et nous continuons d'exploiter les données numériques dont nous disposons. Ce qui veut dire que l'affaire n'est pas terminée. Ce trafic, qui portait aussi sur la vente d'ovocytes, aurait rapporté plus de 500 000 € en l'espace de 3 ans. Le réseau, soupçonné de se livrer à du blanchiment d'argent, impliquait des femmes en situation vulnérable, le plus souvent bulgares, mais aussi géorgiennes et roms de Grèce. Elles étaient conduites dans des cliniques privées de Thessalonique pour y accoucher, chaque enfant étant monnayé au moins 25 000 €. L'ancienne directrice générale de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva, prend les commandes du Fonds monétaire international pour les 5 années à venir. L'ancienne vice-présidente de la Commission européenne de nationalité bulgare remplace à ce poste Madame Christine Lagarde. Dans l'actualité, mesdames, messieurs, les thèmes les plus pointus de la diplomatie internationale ont émaillé les discours des chefs d'État et de gouvernement qui ont défilé à la tribune des Nations Unies lors du 74e sommet de cette organisation. Du nucléaire iranien en passant par les changements climatiques pour aboutir à l'immigration clandestine, autant de dossiers qui ont été abordés dans ces différents discours. Compte rendu. De l'Amazonie au dossier nucléaire iranien en passant par la dénonciation du mondialisme et l'immigration clandestine, les thèmes les plus brûlants de la diplomatie internationale ont été abordés pendant la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. La journée a commencé avec le discours du président brésilien d'extrême droite. Jair Bolsonaro, combatif, a défendu son bilan environnemental et accusé les médias trompeurs d'hypocrisie concernant les feux en Amazonie, lançant encore une fois une pique à la France. C'est une idée fausse d'affirmer que l'Amazonie est un patrimoine mondial. Et c'est une idée fausse, comme l'attestent les scientifiques, de dire que notre forêt est le poumon du monde. Certains pays, au lieu d'aider, ont suivi les mensonges des médias et agi avec irrespect dans un esprit colonialiste. Donald Trump a lui profité de son discours pour dénoncer une nouvelle fois le globalisme, le mondialisme, l'immigration illégale et faire la promotion du patriotisme pour guérir les maux de notre monde. Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays. Si vous voulez la démocratie, tenez à votre souveraineté. Et si vous voulez la paix, aimez votre nation. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes. Mais tout le monde n'a pas été conquis. Le secrétaire d'État américain au commerce, Wilbur Ross, fermant les yeux pendant le discours de son président. Plus concret, Emmanuel Macron a tenté de faire pression sur Donald Trump et Hassan Rouhani en les appelant une nouvelle fois à la reprise des négociations sur le dossier nucléaire afin d'éviter une crise plus large. Je n'ai aucune naïveté. Et je ne crois pas non plus au miracle. Je crois au courage de bâtir la paix. Et je sais que les États-Unis d'Amérique, que l'Iran, que tous les signataires de cet accord ont ce courage. Et pour expliquer ce qui sous-tendrait nombre de crises et déséquilibrerait le monde, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a avancé l'inégalité entre puissances nucléaires et non nucléaires. Cela nous dérange, comme tout le monde, que les armes de destruction massive soient utilisées comme levier dans chaque crise, au lieu d'être totalement éliminées. La possession de l'énergie nucléaire devrait être soit interdite pour tous, soit permise pour tous. Aujourd'hui, ce sera au tour du président iranien de monter à la tribune. Hassan Rouhani doit y détailler son projet régional de coalition pour l'espoir. Dans l'actualité, mesdames, messieurs, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a livré la conclusion de son dernier rapport ce mercredi. Ce document relate les conséquences du réchauffement climatique sur la situation des océans et de la cryosphère.
Explication de nos confrères de News. Ils font partie des éléments les plus fortement impactés par le réchauffement climatique. Le GIEC vient de dévoiler les conclusions alarmantes de son nouveau rapport dédié aux océans et à la cryosphère, les zones gelées de la planète. Le groupe d'experts du climat étudie 2 scénarios. Dans le premier, les émissions de CO2 sont réduites au maximum, ce qui entraîne une faible augmentation des températures globales. Dans l'autre, aucun effort n'est fait et le thermomètre s'envole. Dans les 2 scénarios, les effets du changement climatique se font sentir, notamment dans les milieux océaniques, très fragiles. Le rapport du GIEC détaille plusieurs menaces: l'augmentation des températures, l'acidification des océans et la diminution de l'oxygène, mais aussi l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes comme les ouragans. Et enfin, la montée des océans qui pourrait menacer près d'1 milliard de personnes en 2050. Certains États comme les Maldives en subissent déjà les conséquences. Depuis plus de 30 ans, nous nous efforçons de faire face de manière significative à l'urgence climatique. Depuis 30 ans, nous, les Maldiviens, disons que c'est le combat de notre vie, car elle menace notre existence même en tant que nation. Bien que les preuves scientifiques soient irréfutables, il y a eu un manque alarmant d'action mondiale. Le rapport présente plusieurs solutions, comme la protection et la restauration des écosystèmes marins, le passage aux énergies renouvelables ou encore la réduction de la pollution. Selon les experts, il est encore temps de limiter les dégâts, mais pour cela, il faudrait que les mesures promises par les États pour limiter le réchauffement soient 3 fois plus importantes. L'ancien président français Jacques Chirac est décédé cette semaine à l'âge de 87 ans. C'est la France tout entière qui rend hommage au 5e président de la 5e République gaulliste consommée. Drapeau en berne, journée de deuil national, cérémonie populaire, signature d'un registre national de condoléances sont autant d'événements que les Français ont mis de l'avant pour saluer le départ de ce géant de la politique qui a gravi tous les échelons de responsabilité jusqu'à devenir président de la République française, poste qu'il a occupé pendant 12 ans. Jacques Chirac voit le jour le 29 novembre 1932 à Paris. Issu d'une famille bourgeoise corrézienne, c'est pourtant au sein du Parti communiste qu'il flirte pour la première fois avec la politique. Une idylle de courte durée. Diplômé de Sciences Po en poche, il épouse Bernadette Chaudron de Courcelles, jeune fille de la haute bourgeoisie parisienne en 1956. La même année, il se porte volontaire pour la guerre d'Algérie. À son retour, il termine son cursus à l'ENA. Haut fonctionnaire, il est élu député de Corrèze en 1967 avec la bénédiction du président Pompidou. 5 ans plus tard, il est nommé ministre de l'Agriculture, poste qu'il occupe jusqu'en 1974. Cette année-là, pour le remercier d'avoir soutenu sa candidature à la présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing le nomme Premier ministre. Mais les 2 hommes ont du mal à s'entendre et Jacques Chirac démissionne en août 1976. Pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. J'ai l'honneur de proclamer. Il fonde alors le RPR, le Rassemblement pour la République, un mouvement gaulliste opposé aux giscardiens. Il en restera président jusqu'en 1994. En 1977, Jacques Chirac est élu maire de Paris, un poste qu'il va occuper pendant 18 ans, son tremplin vers la présidence de la République, à laquelle il est candidat en 1981. Il est cependant battu par le socialiste François Mitterrand. En 1986, après la victoire de la droite aux législatives, Mitterrand le nomme Premier ministre. C'est la première cohabitation de la Ve République. Elle durera 2 ans. En 1988, François Mitterrand est réélu avec 54% des suffrages au second tour. Jacques Chirac ne remporte l'Élysée que 7 ans plus tard grâce à une promesse, réduire la fracture sociale. Dès sa prise de fonction, il annonce la reprise des essais nucléaires français, suscitant un tollé à travers le monde. Sur le plan intérieur, Jacques Chirac opte pour l'austérité, privatisation, réforme des retraites. La rue se soulève, paralysant un temps le secteur public. En 1997, Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale dans l'espoir d'y obtenir une plus forte majorité, mais c'est la gauche qui l'emporte. La cohabitation va durer 5 ans. 2002, son ultime candidature à l'Élysée. Jacques Chirac est élu par défaut face au candidat de l'extrême droite Jean-Marie Le Pen avec 82% des voix. Sur la scène internationale, il s'oppose en 2003 à l'invasion de l'Irak par les États-Unis, ce qui lui vaut un regain de popularité. Une période de grâce de courte durée, en 2005, sa crédibilité est mise à mal. Vous avez
majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte. Cette même année, Jacques Chirac, l'inoxydable, est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral qui le laisse affaibli à l'aube de ses 73 ans. L'heure de la retraite sonne en 2007. Le président renonce à briguer un troisième mandat. Après avoir donné les clés de l'Élysée à Nicolas Sarkozy, il part s'occuper de sa fondation pour le développement durable et le dialogue des cultures. Mais les affaires le rattrapent. Jugé pour les emplois fictifs à la mairie de Paris, il n'assiste pas au procès pour raison de santé. Fin 2011, le tribunal correctionnel de Paris le condamne à 2 ans de prison avec sursis. Il conteste le jugement, mais ne fait pas appel. Diminué par la maladie, la main sur l'épaule de son garde du corps, Jacques Chirac a fait sa dernière apparition publique en novembre 2014 lors de la remise des prix de la Fondation Jacques Chirac au musée Branly à Paris. L'ancien président a reçu un hommage appuyé du président français, le socialiste François Hollande. Dans le reste de l'actualité, mesdames, messieurs, le président haïtien Jovenel Moïse n'a pas pris part au 74e sommet de l'ONU. Il a préféré prendre ce temps pour s'adresser à ses compatriotes dans un discours qui lui a permis non seulement de prendre acte de l'échec à plusieurs reprises du Sénat de la République d'Haïti, d'entendre son Premier ministre livrer son discours de politique générale. Il a profité de l'occasion pour ouvrir ses bras, tendre le rameau d'olivier à l'opposition. Je vous rappelle qu'Haïti traverse une grave crise sociale, politique et économique qui n'arrête pas de détruire ce pays des Antilles et de la Caraïbe. Force sociale, force politique, force économique. Je dis à une autre fois encore, mélanger même nous. Si nous pas envie de faire ça pour tête nous, on nous fait les pour Haïti. Si nous pas envie de faire ça pour tête nous, on nous fait les pour petite nous, et petite nous. Sous ça fait bonne marche institution yo. Constitution a bonne responsabilité pam que me doit assumer que m'a pas assumé. Pendant m'a reconnaître responsabilité branche pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. On nous chita ensemble. On nous coopérer pour bâtir Haïti nouvelle. Peuple haïtien. Peuple là m'a parlé à vous. Réveillez-vous. Si violence a crasé, brisé, t'es qu'à bâtir Haïti, on t'a bien fait ça déjà. Si retirer corps, mettez pam, t'es qu'à bâtir Haïti, on t'a bien fait ça déjà. Si craser bien moun, si détruire la vie moun. Si empêcher ti moun aller à l'école, t'es qu'à bâtir Haïti, on t'a bien fait ça déjà. Si attaquer bien moun, à bloquer route. T'es qu'à retirer peuple là dans grand goût, nous t'avons bien temps fait ça déjà. Depuis plus passé 30 années, c'est ça seulement qu'on a fait. Est-ce que tous ces troubles qui pourraient être le signe que les différentes institutions de l'État ne peuvent cohabiter expliqueraient le besoin d'une nouvelle constitution en Haïti, une nouvelle constitution haïtienne? D'ailleurs, le député Jerry Tardieu était à Montréal justement pour poursuivre sa plaidoirie en faveur d'une telle initiative, Linda. Oui, exactement, Pierre-Michel. Alors, c'était sous l'invitation des étudiants de l'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal. Mais cependant, il y avait un jeune, par exemple, qui avait pris la parole, qui avait tout simplement posé une question qu'on trouvait assez intéressante. Est-ce qu'on est parvenu à établir un prototype d'haïtien vraiment à partir de cette constitution? Parce que de quel droit s'arroge un groupe d'individus pour dire que cet haïtien qui a laissé le pays n'a plus le droit de s'intégrer dans la politique, d'être candidat à la présidence, de devenir ministre ou autre? À partir de quoi on va définir l'haïtien? Celui qui s'est naturalisé, celui qui est resté au pays de la misère, celui qui est parti mieux se former pour revenir aider les autres? À partir de quoi? La constitution
Constitution ne travaille pas sur un prototype d'haïtien. La Constitution est la loi mère du pays. C'est elle qui définit les rapports entre les pouvoirs. C'est elle qui est le contrat social entre tous les Haïtiens. C'est dans cette Constitution que nous allons voir la déclinaison du fonctionnement des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Je pense qu'il y a une nécessité de réfléchir sur la Constitution haïtienne. J'ai beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions comme jeune haïtien. Et dans la diaspora maintenant, avant quand je vivais en Haïti, j'avais beaucoup de préjugés, beaucoup de différences par rapport à comment la diaspora conçoit Haïti, comment la diaspora voit les jeunes qui sont restés vivre en Haïti et qui confrontent la réalité. Maintenant ici, je comprends que toutes les ressources qu'on a besoin pour développer Haïti ne sont pas disponibles nécessairement en Haïti. Il faut une cohabitation. Il faut qu'il y ait des changements au niveau de la Constitution, au niveau de la mentalité des jeunes, un changement réel d'élite politique, économique et vraiment un changement dans toute la profondeur sociale qui mérite qu'on aborde ces questions-là. Et aujourd'hui, c'était une opportunité de réfléchir à ces questions-là. Il y avait un député qui a travaillé sur l'amendement de la Constitution, donc je ne pouvais pas être là. On avait un modérateur qui était le président de l'Association des étudiants d'origine haïtienne de l'Université de Montréal, c'est Monsieur Lagrandeur. Il était question pour nous de mettre en évidence, de laisser un espace de débat et d'échange dans un espace académique qui permet aux étudiants, aux chercheurs et au public aussi de faire un échange, un dialogue avec le député et aussi de regarder la structuration même du rapport, comment ça a été, comment je pourrais méthodologiquement acceptable et que les problèmes, les questions liées aux droits de la communauté haïtienne à l'étranger, la diaspora, ont été vraiment soulevés dans ce rapport. Il y avait des personnages politiques qui étaient présents. On a choisi d'avoir une petite conversation avec nul autre que le représentant du gouvernement haïtien ici au Canada, son Excellence, M. Franz Lyoto. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre avec le député Jerry Tardieu? D'abord, je voudrais féliciter l'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal parce que c'est le deuxième événement qu'ils organisent et ouvert au grand public et qui a en fait, au fond, l'intérêt d'Haïti en premier. Et en ce sens, c'est la raison pour laquelle je suis là. Et je voudrais également remercier le député Tardieu qui a pris le temps de venir nous exposer un travail, je crois, exhaustif sur une problématique qui inquiète et qui intéresse tout le monde. Et il y a des propositions qui ont été faites. Maintenant, c'est au grand public, au peuple haïtien de s'approprier de ce travail et de prendre sa décision. Je sais que la question est probablement délicate, mais je me lance quand même. Êtes-vous pour ou contre cette réforme ou cette proposition de réforme de la Constitution? Je crois que nous faisons face à un problème, c'est que la Constitution de 87, pour tous les bons côtés qu'elle avait, et pour des raisons que c'est pas la peine de s'étendre là-dessus, manque de désir d'application totale, mais je crois que ça ne devrait pas faire un doute pour personne qu'il y avait des impracticabilités de cette Constitution-là, liées surtout aux capacités économiques du pays. Donc il y avait une nécessité de simplifier tout en gardant des grandes et bonnes idées de contrôle qui existent dans la Constitution de 87. Alors Linda, quel est le point saillant qui a retenu ton attention dans la prise de parole de M. Tardieu? Bon, je ne sais pas si c'est parce que c'était un reproche plus ou moins déguisé. C'est parce que M. Tardieu il a fait quand même une critique de la diaspora. Ce qu'il disait, en fait, c'est qu'il reproche le fait que la diaspora ne s'implique pas un petit peu plus. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y aurait dû avoir des représentants des diasporas d'un peu partout en Haïti qui défendaient leur cause commune. Un rappel des titres que nous avons développés pour vous à ce magazine. Plus de 500 000 personnes ont marché en faveur du climat ce vendredi à Montréal. Nancy Pelosi enclenche
le processus d'impeachment de Donald Trump. Un vaste réseau de trafic d'enfants a été démantelé à Thessalonique, en Grèce. 74e sommet de l'ONU, des dossiers pointus et brûlants à la tribune. Et puis en Haïti, aucune sortie de crise à l'horizon. Merci d'avoir été à l'écoute de ce magazine. Excellente suite de programmes. Très bonne fin de soirée. À bientôt.